Mes chers petits curieux, depuis des millénaires, l'être humain fréquente l'animal, en le croisant à l'état sauvage ou en le domestiquant. On estime par exemple que le chien a été domestiqué il y a environ 20 000 voire 40 000 années avant notre ère. Et Homo sapiens chasse des animaux sauvages depuis encore bien plus longtemps. Mais ces contacts avec la faune peuvent parfois mener à ce qu'on appelle des maladies zoonotiques, des maladies ou infections qui sont transmises de l'animal à l'être humain et vice-versa. Elles peuvent être provoquées par différents organismes, bactéries, virus, champignons, animaux parasites et bien d'autres agents pathogènes. Au cours de l'histoire, ces maladies se sont parfois répandues en grandes épidémies ravageuses ayant marqué l'humanité. Souvenons-nous de la peste, du choléra ou encore de la malaria. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, les zoonoses suivent un rythme plutôt effréné. Des facteurs tels que le changement climatique, l'urbanisation, la déforestation ont influencé l'émergence de maladies zoonotiques causant des épidémies virulentes comme nous le vivons encore aujourd'hui avec Covid-19 quoi. Alors, comment faire face à ces épidémies de plus en plus fréquentes et comment réinventer nos rapports à la nature pour nous protéger de l'émergence de ces nouvelles maladies ? Bienvenue dans Curieuse Nature, aujourd'hui on va parler micro-organismes, animaux, déforestation, entre autres. Est-ce que vous saviez que chaque espèce animale vit avec un paquet d'organismes dont la plupart est microscopique ? Des bactéries, des virus, des champignons microscopiques, des parasites comme des vers solitaires, et l'humain n'est pas épargné. Si parfois vous avez des petits coups de blues de solitude, rassurez-vous, on n'est jamais totalement seul. Démonstration! Et c'est bien normal, rassurez-vous, c'est même souvent bénéfique pour l'organisme. Par exemple, on estime que notre microbiote intestinal abrite entre 1 et 2 kg de micro-organismes. Et cette flore microbienne joue un rôle essentiel dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques. Ça fait à peu près... Ah! Et ben voilà! Vous voyez? Ces organismes sont en réalité inoffensifs pour la plupart et ne deviennent pathogènes que dans certaines conditions. Pareil pour les virus, si le terme virus fait écho à de la maladie et vous fait trembler, là je suis sûre derrière vos petits écrans, sachez qu'on estime également que le corps d'un humain possède environ 3000 milliards de virus, en général non pathogènes, car s'attaquant toujours et surtout aux bactéries plutôt qu'à nos cellules. Oui, votre corps est un vrai petit zoo miniature. Des chercheurs ont même débusqué des vestiges de virus dans nos génomes qui participent à des mécanismes physiologiques et assurent par exemple la bonne formation du placenta. Vous voyez, ils sont gentils. Ou encore, il existe des virus bactériophages abrités dans nos tissus et surtout nos intestins, mais qui infectent seulement des bactéries et nous épargnent par conséquent. On pense qu'ils pourraient même jouer un rôle essentiel dans la gestion des bactéries pathogènes. Mais pour autant, vous allez voir, quand des agents pathogènes passent d'espèce en espèce, ça peut vite déraper et virer à la catastrophe. Le mot zoonose vient des racines grecques zoon, animal, et nosos, maladie. Ce terme est proposé par le médecin et chercheur allemand Rudolf Virchow au XIXe siècle après avoir constaté qu'une maladie parasitaire, la trichinellose, était transmise aux humains via de la viande de porc. Et des zoonoses dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu un paquet. En plus, certaines peuvent même entraîner des pandémies. Mais qu'est-ce qu'une pandémie? Eh bien, le mot pandémie vient du grec pan, tout, et démos, peuple, population. En fait, c'est une épidémie de grande ampleur, pouvant s'étendre à une échelle mondiale. Allez, venez, on va parler de peste. Démonstration! La maladie pandémique la plus connue de l'histoire est certainement la peste, qui s'est manifestée par des vagues foudroyantes pendant des siècles, principalement en Europe. On estime qu'elle a tout bonnement décimé près de 25 millions d'Européens au Moyen-Âge, soit un tiers d'une population d'environ 75 millions de personnes dans toute l'Europe à l'époque. Et pour comprendre comment s'est diffusée cette zoonose d'origine bactérienne, décortiquons les acteurs de cette maladie. Car vous allez voir, c'est une véritable chaîne de transmission entre espèces qui se met en place dans ces cas-là. Pour commencer, on va parler puce, car ce fléau est le résultat de cycles interespèces dans lesquels la puce joue un rôle déterminant.
Point de départ, le cycle de vie de la puce. Les puces ont un cycle de vie lié aux rongeurs comme les rats. Elles pondent leurs œufs dans le sol humide des terriers de ces animaux. Les larves se nourrissent ensuite d'excréments de rongeurs et se développent pour former des petites pupes et plus tard des puces adultes. Les puces adultes, elles, vont parasiter les rongeurs et peuvent être infectées par la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis. Passons au second cycle, le cycle enzootique. Ah, la puce, c'est un peu un genre de Uber idéal pour aller d'hôte en hôte. Logées dans la circulation sanguine du rongeur, les bactéries vont donc être extraites par les puces via leur tractus intestinal, un genre de grosse paille pour boire le sang. Et les rongeurs agissent comme hôtes et réservoirs naturels pour Yersinia pestis, tout en étant une espèce qui participe majoritairement au cycle de reproduction de l'agent pathogène, transmis ensuite par plusieurs espèces de puces. La maladie va alors se diffuser chez les rongeurs, un peu patraque parce qu'ils sont infectés. Passons au troisième cycle. Les cycles qu'on appelle épizootiques se produisent lorsque les puces vont directement infecter d'autres mammifères, petits écureuils, petits hérissons ou même des chats domestiques, et autres que les rongeurs donc, qui ne sont pas les hôtes naturels de Yersinia pestis, mais qui vont favoriser la propagation de la maladie. Ces mammifères nouvellement infectés peuvent propager la peste dans de nouvelles zones et, faute de résistance, mourir rapidement de Yersinia pestis. Maintenant que nous nous sommes intéressés à tous ces premiers cycles et que tous les petits animaux sont infectés, on va s'intéresser au moment où là ça va commencer à se corser pour nous les êtres humains. Car si la puce se délecte de sang de rongeur, vous vous doutez aussi qu'elle aime le sang des êtres humains. Et lorsque la puce est infectée par Yersinia pestis, elle va rejeter la bactérie dans le sang d'un humain lors d'une piqûre. Et c'est à ce moment-là qu'il va être infecté. C'est ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle une maladie de type peste bubonique. C'est assez dégoûtant dans le sens où les symptômes sont fièvre, douleurs musculaires, articulaires, mais ensuite on va constater une douleur au niveau de certains ganglions lymphatiques qu'on appelle aussi des bubons, du terme grec signifiant groin, museau de porc, qui vont se mettre alors à gonfler, suppurer, créer des ulcères sévères et ensuite on décède. Et tout ça dans un temps record. La peste bubonique peut se transformer en peste pulmonaire, comme ça. Et ça va affecter les poumons pour induire une toux. Et ça, quand on tousse, ça va générer des gouttelettes respiratoires qui vont contenir notre chère bactérie Yersinia pestis et qui vont être inhalées directement par d'autres individus par contact non protégé avec des liquides corporels infectieux, ce qui va entraîner une transmission directe entre les personnes. Et si la peste est liée à un agent pathogène bactérien, vous allez voir, un tas d'autres agents pathogènes peuvent engendrer des zoonoses. Car il existe en réalité une grande diversité d'animaux hôtes susceptibles d'engendrer des maladies émergentes. On estime que 75% des maladies émergentes de ces dernières décennies sont d'origine zoonotique, et de multiples causes favorisant le contact entre l'être humain et les hôtes d'agents infectieux sont pointées du doigt. De l'animal domestique à la faune sauvage, découvrons ce qui favorise la multiplicité de ces contacts, donnant lieu à des maladies émergentes. Depuis des millénaires, l'humain a cherché à domestiquer l'animal. Mais les animaux domestiqués ont aussi servi à développer l'agriculture et l'élevage pour leur viande, leur peau, leurs œufs, leur lait, mais aussi leur force pour le travail de la terre et le transport par exemple. Et aujourd'hui, l'humain n'a jamais été autant en contact avec des animaux domestiques pour faire face à une population mondiale qui grossit et à une consommation qui explose complètement. Une pratique qui a permis à l'être humain de se moderniser, de bâtir. Mais la domestication favorise les contacts des animaux entre eux. L'élevage industriel, par exemple, crée des milieux où les concentrations d'animaux sont complètement folles et denses. On estime que plus de 28 milliards de vertébrés sont dans des fermes, avec en top 5 le cochon, la chèvre, le mouton, la vache et le poulet. Et cette proximité va donc favoriser l'échange et la transmission d'agents infectieux entre animaux et humains, forcément. L'épidémie de brucellose en est un bel exemple. C'est une maladie infectieuse due aux bactéries du genre Brucella, transmise aux humains via l'ingestion de lait cru ou de fromage frais contaminé. Au début du XXe siècle, les cas ont complètement explosé, les chèvres étant une grande ressource laitière à l'époque. Le lait était consommé frais, cru, non pasteurisé, infectant l'humain directement. Et les animaux de compagnie là-dedans ?
Oh bah non quand même, ils sentent bon la lessive, ils sont propres et doux, voyons. Par exemple, on estime que les chats étaient 14 millions en France dans nos foyers en 2016. Et si nous les adorons, ces adorables petits sacs à puces ont été domestiqués avec parfois quelques petits cadeaux, comme la puce justement. Pulex irritans, qui est devenu parasite de l'humain. Les transmissions d'agents pathogènes à partir de ces animaux domestiques se font par contact direct ou indirect. Les morsures ou égratignures peuvent bien souvent être à l'origine d'une maladie, comme avec le chien qui est vecteur de la rage, un virus qui tue des dizaines de milliers de personnes chaque année. Les NAC, nouveaux animaux de compagnie, et dont on connaît parfois peu l'impact sanitaire de certaines espèces, seraient environ 18 millions en France. Les serpents, par exemple, sont vecteurs de la salmonellose. Mais que cela concerne ces modes d'élevage intensifs ou notre envie de posséder des animaux domestiques, la commercialisation de ces espèces sauvages favorise le commerce international et multiplie les contacts avec une faune susceptible d'être porteuse d'agents pathogènes qu'on connaît parfois encore assez peu et par conséquent la diffusion des zoonoses. Oh, la petite grenouille dans le vivarium, le joli perroquet sur l'épaule, la petite couleuvre dans un terrarium. Si on ne se questionne pas vraiment sur les conséquences de telles acquisitions, on estime que plus de 11 millions d'animaux vivants ont été exportés légalement entre 2012 et 2016 au niveau mondial. On y retrouve 1316 espèces différentes comme des amphibiens, des oiseaux, des mammifères, des reptiles, et ça dans 189 pays. Mais ce n'est pas tout, car ne nous voilons pas la face. Si ce commerce international légal est déjà bien dodu, les échanges illégaux dont les statistiques sont plus compliquées à obtenir sont aussi à prendre en compte. Démonstration! Dans certains pays, ces animaux sauvages sont chassés et sont vendus vivants sur les marchés locaux, entassés dans des cages elles-mêmes empilées les unes sur les autres. Autant vous dire que là, niveau proximité entre les individus et échange de micro-organismes potentiellement pathogènes et transmissibles à l'humain, c'est la teuf. Et la consommation de viande d'animaux sauvages, qu'on appelle aussi la viande de brousse, connaît une croissance spectaculaire dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, en Afrique, on retrouve sur les marchés une grande variété d'espèces animales sauvages chassées pour leur viande, reptiles, pangolins, antilopes, hippopotames, ou encore des grands singes comme les gorilles ou les chimpanzés. Et ce commerce favorise le contact direct entre les humains et les animaux sauvages, vendus bien souvent vivants. En se grattant, déféquant, urinant et éternuant, les animaux chassés peuvent se contaminer mutuellement et par conséquent contaminer les humains. Ça vous dit on se fait un petit frichti? On estime que la valeur du commerce illégal des espèces sauvages varie entre 7 et 23 milliards de dollars américains par an. Il s'agit du 4e marché clandestin le plus rentable au monde, après le trafic de contrefaçon, de drogue et de personnes. C'est vraiment pas bon. Mais au-delà de ces commerces, légaux ou illégaux, de faune sauvage, l'humain, en empiétant sur le territoire d'espèces sauvages, favorise encore une fois les contacts et les déséquilibres de certains écosystèmes. Car la modification des écosystèmes naturels peut favoriser le développement et la propagation de maladies infectieuses. Déforestation, perte d'habitat, modification des milieux naturels et plus généralement le déclin de la biodiversité sont autant de facteurs engendrant de nouvelles maladies. Les forêts tropicales sont bien connues pour leur biodiversité riche et les millions d'espèces qu'elles abritent. Mais si on pense aux oiseaux, par réflexe, aux reptiles, aux amphibiens ou aux mammifères, parmi ces espèces, on retrouve aussi d'innombrables virus, des bactéries, des champignons et des parasites. Et si la plupart ne sont pas capables de vivre en dehors de leur hôte, d'autres peuvent muter rapidement et s'adapter à de nouvelles conditions et à de nouveaux hôtes. La destruction et la dégradation des forêts exposent donc logiquement l'être humain à de nouvelles formes de contact avec les micro-organismes présents sur les espèces sauvages qui les abritent. Dans les tropiques, la superficie forestière par habitant a été divisée par 2 en 20 ans seulement. En déforestant, l'être humain s'est notamment beaucoup exposé aux chauves-souris. Oui, ce n'est pas intuitif, mais les chauves-souris ne vivent pas uniquement dans des grottes. Et aujourd'hui, les scientifiques estiment que les chauves-souris sont en réalité des super réservoirs à virus. Ces animaux semblent disposer d'un bon paquet d'agents pathogènes qui se diffusent dans leurs colonies composées de milliers, voire millions d'individus.
Et ça, pour un virus par exemple, c'est un terrain idéal. Les chauves-souris sont donc assez naturellement porteuses de virus, mais si le concept est effrayant pour l'être humain, pour elles c'est ok. Leur système immunitaire leur permet en réalité de ne pas être symptomatique tout en étant très tolérante à ces virus. Démonstration! Vous connaissez les tiques? Les tiques sont des acariens hématophages qui se nourrissent du sang de divers animaux. Et chaque repas sanguin est l'occasion d'échanger des micro-organismes avec leur hôte. En perturbant les écosystèmes forestiers, l'être humain favorise les zoonoses. Ces dernières années, la maladie de Lyme a littéralement explosé. Une maladie qui peut s'avérer très grave et mener à des maladies neurodégénératives. Aux États-Unis, on estime que 300 000 personnes ont été diagnostiquées chaque année. La maladie de Lyme est provoquée par une bactérie, Borrelia burgdorferi, présente dans certains micro-mammifères comme des mulots ou des campagnols. La bactérie est transmise d'animal à animal par une tique à pattes noires, qui peut aussi transmettre la maladie à l'être humain. Et comme de par hasard, la maladie a explosé au nord-est du pays, là où il y a beaucoup de morcellement de forêts pour faire des petites parcelles, des routes, des champs, des agglomérations. L'humain empiète sur le territoire des tiques et de plus la disparition des prédateurs sur place, engendrée par ces changements radicaux, a favorisé l'augmentation des populations, notamment de rongeurs et donc celle des tiques. Mais la tique n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'exemples de maladies zoonotiques. L'INSERM estime qu'environ 1,7 million de virus inconnus seraient abrités par les mammifères et les oiseaux, dont 631 000 à 827 000 pourraient avoir la capacité d'infecter les humains. Le risque de voir des maladies émergentes et surtout des épidémies majeures dans les années à venir est donc assez élevé. Ces derniers siècles, le monde s'est donc modifié à toute vitesse, faisant évoluer rapidement les contacts entre animaux et humains. On estime aujourd'hui que plus de 60% des pathogènes émergents sont d'origine zoonotique et parmi eux, 71% sont liés aux animaux sauvages. Depuis 10 ans, nous faisons face à l'émergence de nouveaux virus, les coronavirus. En 2012, il y a eu le MERS-CoV en Arabie Saoudite impliquant chauves-souris et dromadaires domestiques, puis en décembre 2019, un nouveau virus inconnu a fait son apparition en Chine. Après une belle flambée internationale, le virus est alors baptisé SARS-CoV-2, la maladie qu'il déclenche est baptisée, elle, Covid-19 pour Coronavirus Disease 2019. Surprise! Et les origines de ce virus ne sont encore que des hypothèses à l'heure actuelle. Des chauves-souris de l'espèce Rhinolophus sinicus sont suspectées d'avoir servi de réservoir au virus, et le pangolin, un petit mammifère qui détient le titre peu enviable d'animal le plus braconné au monde, aurait servi d'hôte intermédiaire. Comme le pangolin est très consommé au sud de la Chine, il ferait un parfait candidat, mais rien n'a été confirmé avec certitude. Quoi qu'il en soit, ce coronavirus a nettement bouleversé nos vies et sonne un peu comme un avertissement pour la suite. Alors, on fait comment? On fait comment si le monde va à 1000 à l'heure et si nos modes de vie modernes poussent à une telle frénésie et un tel dérèglement du vivant? Il semble crucial d'adopter des mesures pour réduire le risque de futures pandémies, dont la répression du commerce illégal d'espèces sauvages et la fermeture des marchés d'animaux sauvages non réglementés, ainsi que la préservation des écosystèmes intacts et la restauration de ceux qui ont été dégradés. Oui, je vous l'accorde, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, les zoonoses sont le reflet d'un lien intime que nous avons avec les animaux. Alors oui, ces animaux sont impliqués dans ces nouvelles maladies émergentes, mais le grand responsable reste l'être humain. Toutes ces maladies émergentes sont le reflet de nos modes de vie modernes. Pour éviter de nouvelles épidémies, il va être essentiel de composer avec la biodiversité. L'épidémie de Covid-19 a parfois plus pointé du doigt le pangolin et la chauve-souris que l'être humain et les enjeux de son mode de vie. Aujourd'hui, il est certain que le comportement humain est un facteur d'émergence à lui tout seul. Alors non, tout n'est pas tout noir, la science, la recherche, les connaissances écologiques et évolutives des agents pathogènes sont des outils précieux dans la lutte contre les futures maladies et épidémies. C'est en se penchant sur la connaissance de la nature que nous pourrons anticiper ces événements, tout en apprenant à considérer et aimer le vivant pour mieux le protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mettre la cloche, tout ça. Et pour les plus courageux, à faire un petit don sur Utip, ça m'aide énormément dans la création de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des petits bisous papillons qui s'envolent de mille feux. Au revoir. C'est bon.
C'est bon, Madame la star, vous pouvez partir. Enfin, monsieur, du coup. Ah, ça me dégue. C'est bon, c'est fini?